Il l'a invitée à son mariage uniquement pour l'humilier devant tout le monde. Mais personne ne s'attendait à ce qu'elle arrive en limousine, avec 3 enfants qui allaient changer le cours de l'histoire. Imaginez que vous consacriez votre vie à quelqu'un, que vous le souteniez dans les moments les plus difficiles et qu'un jour vous découvrirez que cet homme vous a quitté pour quelqu'un de mieux. Maintenant, imaginez que cet homme vous invite à son mariage, non pas pour partager un moment de joie, mais pour détruire votre dignité devant tout le monde. C'est exactement ce qui est arrivé à Laura. Ce qu'il n'avait jamais soupçonné, c'est que ce soir-là, ce ne serait pas elle qui serait humiliée. Peu à peu, la vie de Camilla, déjà difficile car elle supportait le poids d'être constamment sous-estimée, a commencé à se transformer en un véritable champ de bataille silencieux. Après l'incident au centre commercial, où elle avait été humiliée publiquement par une femme arrogante qui l'avait traitée comme si elle était invisible simplement parce qu'elle était l'épouse noire d'un milliardaire, Camilla a réalisé que cette scène n'était pas un épisode isolé. Elle reflétait quelque chose de beaucoup plus grand. Une société qui persistait à mesurer la valeur des gens à la couleur de leur peau, à leur statut ou à leur apparence. À partir de ce jour, les choses ont commencé à s'intensifier. Ce qui semblait n'être qu'une simple offense au milieu d'un centre commercial a fini par devenir un douloureux tournant dans ses amis se sont éloignés, ses voisins ont commencé à chuter, et même lors des réunions sociales du cercle de son mari, les regards méprisants et les commentaires dissimulés étaient récons. Camilla ressentait le poids d'être dans une position que beaucoup n'acceptent pas. Être noire, être forte, être cultivée et, en même temps, occuper une place que beaucoup estiment ne pas être la sienne. Le plus grand défi n'était pas de faire face à l'humiliation en soi, mais au silence complice des personnes qui l'entouraient. Personne ne la défendait, personne n'intervenait, tout le monde se contentait d'observer, comme si sa souffrance était un spectacle. Et cela la rongeait de l'intérieur. À partir de là, Camilla a commencé à se sentir acculée, comme si chacun de ses gestes était observé et jugé. Si elle souriait trop, on disait qu'elle cherchait à attirer l'attention. Si elle restait silencieuse, on interprétait cela comme de l'arrogance. Si elle était bien habillée, ils murmuraient qu'elle se vantait. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, le fait d'être mariée à un homme puissant ne la protégeait pas, mais semblait au contraire attiser encore plus les critiques. Beaucoup la considèrent comme une intruse qui avait volé une place, comme si elle n'était pas digne de partager la vie d'une personne de ce niveau social. Mais le plus grand défi, le plus douloureux de tous, a été de réaliser que cette pression commençait à affecter même sa famille. Son jeune fils, par exemple, a commencé à faire l'objet de commentaires cruels à l'école. Les enfants répétèrent des phrases qu'ils avaient sûrement entendues de la bouche des adultes, le traitant de fils de la domestique ou insinuant qu'il n'avait pas sa place dans cette école d'élite. Camilla, qui avait déjà appris à ravaler ses insultes en silence, voit désormais les préjugés dépasser les murs de sa maison et atteindre ceux qu'elle voulait protéger le plus. Et cela était insupportable. Un dilemme presque insupportable grandissait en elle. Continuer à se taire, supporter les regards et les insultes pour ne pas créer davantage de conflits, ou élever la voix et affronter une fois pour toutes ceux qui osèrent la mépriser. Mais élever la voix avait un prix élevé. Cela signifiait exposer non seulement elle-même, mais aussi son mari et sa famille à un scandale qui pourrait être utilisé contre eux par les médias, toujours à l'affût du moindre faux pas pour les attaquer. C'était comme marcher sur une corde raide où le moindre faux pas pouvait la faire tomber. Le défi était lancé. Si elle gardait le silence, elle laisserait les préjugés continuer à ronger sa vie et celle de sa famille. Si elle parlait, elle risquait de perdre tout ce qu'elle avait conquis, en étant dépeinte comme la méchante qui ne savait pas se comporter. La pression était telle que Camilla commença à douter d'elle-même. Les nuits devenaient longues, peuplées de pensées angoissantes. Exagérait-elle? Devait-elle simplement accepter la situation? Ou était-il temps de se battre, même si cela signifiait affronter des ennemis bien plus puissants qu'elle ne pouvait l'imaginer? C'est alors qu'est apparu le véritable défi de sa vie, comprendre que le combat n'était pas seulement contre ceux qui la méprisaient, mais contre le système même qui les alimentait. C'était une bataille inégale, contre des règles non écrites, contre des traditions voilées et contre l'arrogance de ceux qui pensaient avoir le droit de décider qui était digne de respect et qui ne l'était pas. Le problème auquel Camilla était confrontée n'était pas seulement personnel, il reflétait celui de toutes les autres femmes noires qui avaient été réduites au silence à un moment ou à un autre de leur vie. Le poids était immense et la douleur presque insupportable. Mais quelque chose en elle commença à brûler en silence, la certitude qu'elle ne pouvait plus tolérer cela. L'injustice avait franchi une ligne de non-retour. Le dilemme était posé et la seule question qui se posait désormais était la suivante. Quelle serait la prochaine étape pour Camilla face à tant de pression et d'humiliation? Le moment décisif arriva de manière si inattendue que personne dans cette salle ne vit clairement venir. Après des semaines de tension, d'interrogatoires humiliants et de regards chargés de préjugés,
Le tribunal était plongé dans un silence absolu, tandis que le procureur présentait ce qu'il croyait être sa preuve irréfutable contre Javier. Des empreintes digitales retrouvées sur l'arme utilisée dans un crime qu'il jurait ne pas avoir commis. Le procureur, d'un ton arrogant, frappa la table comme s'il avait déjà scellé le verdict, et de nombreux membres du public se mirent à murmurer, convaincus que cet homme noir, humble et sans pouvoir, était fini. Mais Javier, qui jusqu'alors avait supporté chaque insulte et chaque accusation avec un calme que seuls ceux qui ont trop souffert savent maintenir, leva les yeux et dit d'une voix ferme qui résonna dans toute la salle: « Ces empreintes prouvent non seulement mon innocence, mais aussi qui a tenté de m'incriminer. » Immédiatement, le murmure se transforme en un silence glacial. Les juges se penchèrent en avant, le procureur pâlit, et les policiers qui l'avaient arrêté cette nuit-là échangèrent des regards nerveux. Avec des gestes lents, Javier sortit de son dossier un document officiel qu'il avait gardé secret jusqu'à présent. Il s'agissait d'une autorisation de haut niveau délivrée par le ministère de la Justice qui prouvait qu'il n'était pas simplement un citoyen ordinaire accusé au hasard, mais un procureur fédéral infiltré, travaillant sur une enquête beaucoup plus vaste impliquant la corruption policière et des liens avec des réseaux criminels. L'effet fut immédiat. Certains se levèrent de leur siège, d'autres écarquillèrent les yeux comme s'ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Et les mêmes agents qui avaient ri lorsqu'ils lui avaient impassé les menottes déglutirent bruyamment. Sans élever la voix, Javier expliqua comment il avait été délibérément surveillé et attaqué, comment des preuves avaient été manipulées pour se débarrasser de lui et comment, ce faisant, ils avaient involontairement dévoilé leur propre réseau de complicité. Le juge principal, qui jusqu'alors semblait défavorable à son égard, se mit à tambouriner des doigts sur le banc, conscient que ce revirement pourrait faire s'écrouler toute la façade de sécurité que l'accusation avait tenté de construire. Le public, divisé entre ceux qui voulaient me voir Javier détruit et ceux qui sentaient la vérité se frayer un chemin comme un éclair, retenait son souffle. Puis, dans un geste que personne n'oublierait jamais, Javier se leva, regarda directement les policiers qui l'avaient arrêté avec mépris et déclara: « Aujourd'hui, vous avez essayé de détruire un homme innocent, mais ce que vous ne saviez pas, c'est que c'est moi qui suis venu vous juger. » Ces mots résonnèrent comme un coup sec. Le procureur, en sueur, balbutia que c'était impossible, que ce devait être une ruse, mais les documents étaient bons signés, scellés et autorisés par le directeur du FBI lui-même. La vérité avait éclaté en plein procès, au moment où tout semblait perdu. Le dénouement révélait non seulement l'innocence de Javier, mais bouleversait également toute la cour. D'accusé, il devenait l'autorité la plus redoutée dans cette salle. Ce qui suivit fut un chaos contenu. Des officiers essayant de justifier l'injustifiable, des avocats tentant de gagner du temps et un juge qui comprit soudain qu'il ne pouvait plus détourner le regard. Personne ne se doutait que cette révélation ne serait que le début d'une chute bien plus grande, une chaîne de conséquences qui marquerait à jamais toutes les personnes présentes. La salle fut plongée dans un silence absolu après la révélation. L'écho des paroles du jeune ingénieur résonnait encore sur les murs, et toutes les personnes présentes savaient qu'elles avaient assisté à bien plus qu'une simple démonstration technique. Elles avaient assisté à un changement de paradigme, à un moment où les masques de l'arrogance, des préjugés et du pouvoir étaient tombés d'un seul coup. Le directeur, qui quelques heures auparavant avait méprisé ce mécanicien noir, restait pétrifié, incapable de réagir, sachant qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Sa moquerie initiale, ce rire condescendant qui avait humilié un homme honnête devant tout le monde, était devenu le rappel le plus douloureux de son ère. Ce qu'il avait considéré comme un pari impossible était devenu la preuve irréfutable que le talent n'a ni couleur, ni titres hérités, ni frontières sociales. Les ingénieurs, qui s'étaient auparavant montrés incrédules, voire méprisants, regardaient désormais avec un respect sincère l'homme qui avait résolu ce que, avec tous leurs diplômes et leur technologie de pointe, n'avaient pas pu résoudre. Certains s'approchèrent timidement, essayant de le féliciter, mais lui, avec un calme impressionnant, se contentait d'acquiescer et de répondre avec humilité, comme s'il n'avait rien fait d'extraordinaire. Il ne cherchait ni vengeance ni revanche. Tout ce qu'il voulait, c'était démontrer que les opportunités doivent être gagnées par la compétence, et non refusées par préjugés. Le fils du propriétaire, ému aux larmes, prit la parole avec fermeté. Il déclara que ce mécanicien aurait une place d'honneur dans l'entreprise, non seulement pour avoir sauvé le projet, mais aussi parce qu'il avait montré l'exemple que tous devaient en suivre. « Cet homme n'a pas seulement réparé un moteur, » a-t-il déclaré. « Il a réparé notre façon de voir les choses. » Ces mots ont fait baisser la tête à plusieurs personnes, conscientes de leur erreur d'avoir jugé avant de connaître. Le directeur, sans issue, a tenté de s'excuser, mais il était trop tard. Le père du jeune homme l'a licencié sur le champ et cette décision a été applaudie par la majorité. Il ne s'agissait plus d'une simple question commerciale, c'était une leçon de morale,
un avertissement contre l'arrogance et le racisme déguisé en supériorité professionnelle. Pendant ce temps, le mécanicien rentre chez lui ce soir-là, comme d'habitude, les mains tachées de graisse et le cœur serein. Mais il emportait désormais avec lui quelque chose qu'on ne pourrait plus jamais lui enlever, la reconnaissance et la dignité qui lui avaient été refusées pendant des années. Il n'avait pas besoin de se venger, ni de s'abaisser au niveau de ceux qui l'avaient en méprisé. Sa victoire était silencieuse, puissante et définitive. Le lendemain, son histoire avait déjà commencé à circuler au-delà des murs de l'entreprise. Certains le qualifiaient de héros, d'autres le voyaient comme un symbole de justice. Mais il savait qu'au fond, tout se résumait à une seule vérité. Le respect ne se demande pas, il se gagne. Et il l'avait gagné de la manière la plus honorable qui soit, grâce à ses connaissances, ses efforts et son humilité. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer la prochaine. Aimez-la si vous avez déjà ressenti une injustice et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez.